Bienvenue dans ce nouvel épisode de Ficelle Podcast. Avec moi pour m'accompagner aujourd'hui Ludovic. Salut Ludo. Salut Adrien, bonjour à tous. Alors aujourd'hui on va de nouveau vous parler de la FIBA Europe Cup. Les phases finales ont débuté il y a peu de temps. On avait donné nos pronos pour les huitièmes. On se dirige désormais vers le Final Four et on va faire un petit récap de nos pronos. En ce qui te concerne, Ludo, tu avais donné 7 bonnes réponses. Et en ce qui me concerne, j'avais donné 6 bonnes réponses. On s'est juste trompé concernant le club ukrainien de Dnipro. Et également, je me suis également trompé sur le club ukrainien de Prometei que je voyais gagner face à Monseno. Alors, je voulais savoir, qu'est-ce que tu as pensé de ces huitièmes de finale? Est-ce que tu dirais qu'il y a eu des surprises? Alors moi, je dirais qu'il n'y a quasiment pas eu de surprise. Bon, je voyais Dnipro battre Oradea. Donc c'est la seule surprise que je vois. Sinon, la logique a été respectée. Clairement, nos pronostics se sont avérés juste à quelques réponses près. Mais c'est vrai que, comme je disais, je voyais bien Prometei battre Monseno. Et au final, ce qui me donne pas vraiment tort, c'est que Monseno, ensuite, en quart de finale, est tombé face au club polonais de Ostro. Donc voilà. Alors je voulais savoir, est-ce que tu as eu, durant ces phases finales, est-ce que tu as eu des coups de cœur? Alors oui, j'ai eu 3 coups de cœur. Donc le premier, le club roumain du CSM CSU Oradea, forcément, qui arrive au Final Four. Il a gagné, ils ont battu à domicile Dnipro 78-72 en huitième. Et après, ils sont venus à bout de Reggio Emilia, qui était pourtant grand favori de cette partie de tableau, à 71-64. Ça sera le petit poussé du Final Four, donc la plus grosse surprise de cette saison. C'est le club roumain qui monte en ce moment. Ils ont 3 titres de champion de Roumanie sur les 5 dernières saisons. Même si cette année, ils sont seulement 4e avec 13 victoires, 5 défaites. D'ailleurs, ils sont derrière Cluj-Napoca qui est toujours invaincu. C'est le seul club d'Europe qui est encore invaincu au jour d'aujourd'hui. Okay. Intéressant, le championnat roumain, vraiment, ça devient un peu plus structuré. C'est vraiment pas mal que tu en parles. Tous ces championnats progressent. Les pays moyens, République tchèque, Roumanie, tout ça, c'est des pays qui progressent en ce moment. Clairement, ouais. Écoute, moi, dans mes coups de cœur, alors il me semble que c'était un coup de cœur que j'avais déjà eu lors du précédent épisode. C'est le club israélien de l'Ironi Ness Ziona qui a déjà fait une saison vraiment, vraiment intéressante et qui la confirme en phase finale. Je dirais que c'est pas vraiment un outsider pour moi. Je dirais que c'est un peu le meilleur des underdogs, quoi. C'est vraiment un outsider sans vraiment l'être parce qu'ils ont quand même dans leur effectif Brian Angola, le Colombien. Ils ont Patrick Miller. Ils ont Wayne Selden, qui était un gros prospect à l'époque de la NBA, qui a pas vraiment confirmé en NBA, mais qui s'avère vraiment, vraiment intéressant dans ce roster. Et puis ils ont Jérôme Mélince. Alors lui, vraiment, c'est une découverte parce qu'apparemment, il jouait en Amérique du Sud précédemment. Et c'est un joueur qu'ils ont été chercher et il confirme, donc là, au niveau européen. Donc j'espère que ça, c'est un joueur qui aura vraiment une suite de carrière intéressante. Et je suis pas vraiment surpris de les voir à ce niveau-là. Et je suis pas surpris non plus de les avoir battus l'Héraklion Thessalonique parce que j'avais dit que s'ils rencontraient l'Héraklion Thessalonique, ça serait pas cadeau pour eux, ce qui est vrai. Mais je pense que même à l'inverse, pour Thessalonique, ça a été compliqué de battre une équipe comme ça. Je sais pas si c'est un match que tu as regardé. Non, celui-là, je ne l'ai pas vu et c'est dommage parce que vu la différence de score, 105-80, c'est... Alors, effectivement, après, ils ont plutôt bien maîtrisé le club israélien. Et honnêtement, moi, je les vois favoris. Et je vais en parler tout à l'heure, mais pour moi, je les verrais bien gagner la finale et remporter cette FIBA Europe Cup. En tout cas, c'est mon opinion.
ils vont jouer le Final Four quasiment à domicile déjà, donc En c'est un plus, avantage. surtout s'il y a du public, parce que on sait qu'en ce moment, dans les pays comme l'Israël ou la Russie, ils autorisent du public. S'il y a un peu de public dans la salle, peut-être que ça peut jouer et ça pourrait leur permettre d'aller au bout. Ouais, tout à fait. Après, dans leur championnat, Winner League, ils sont que 9e pour l'instant. Ils font pas une super saison. C'est vrai, mais je pense que la réalité des Coupes d'Europe et des championnats peut être différente, surtout quand tu es dans une Coupe d'Europe où tu as joué très peu de matchs. Tout à fait. Alors, Tout à est-ce que fait, tu tout avais à fait. d'autres coups de cœur? Alors, juste pour finir sur l'ironie Nesiona, Wayne Selden, c'est 124 matchs NBA à 7,3 points de moyenne. C'est quand même pas si mal. Ok, Et c'est vrai que c'est intéressant. dans cette équipe, il y a aussi Patrick Miller qui a joué à Boulazac, qui est le meilleur joueur de l'équipe jusqu'à présent. Et effectivement, Jérôme Ince, qui a fait toute sa carrière en Amérique du Sud, donc il y a passé presque 10 ans en fait. C'est étonnant de le voir arriver. C'est un rookie en Europe à son âge, c'est étonnant. Tu vois, moi je me dis, il ferait bien d'aller chercher des fois des gars là-bas. Si les gars trouvent intéressant de venir jouer en Europe, parce que j'ai vu, même dans des équipes comme des clubs argentins, uruguayens, il y a vraiment des super ricains. Après, c'est pas le même basket, hein. Faudra s'adapter. Mais bon, après autant d'années en Amérique du Sud, ça doit pas être aussi simple, hein. Ouais, c'est pas faux, c'est pas faux. Et pour finir sur l'Ironie Nasiona, donc j'ai noté qu'ils avaient fait les deux meilleures performances, que ce soit celle des huitièmes ou celle des quarts, avec Brian Angola en huitième avec 33 d'évaluation Mhm. et Patrick Miller en quart avec 29, hein. Ok. Ouais, je crois que même en quart, ils avaient trois ou quatre joueurs qui avaient une super éval et la FIBA Europe Cup avait établi ses meilleurs cinq et ils ont fait un choix. Je crois qu'il y a un des trois ou quatre meilleurs joueurs qu'ils n'ont pas pris parce que bon, trois joueurs dans l'équipe type, ça faisait un peu de trop quoi. C'est sûr. Tes autres coups de cœur? Ouais, donc après il y a le club polonais de Larget BM Slam Stalostrowie Kopowski, le club au nom très simple et très court. Ils ont battu, ils ont battu Den Effectivement, Bosch. ouais. En FIBA Europe Cup, on a des clubs avec des noms assez folkloriques. Bah, déjà, la ville s'appelle Ostro-Wielkopolski, donc déjà, ça simplifie pas les choses. Et en plus, tu colles les sponsors devant à rallonge, bon, c'est pas, ça aide pas. Ouais. Donc pour revenir à leur performance, donc ils ont battu Den Bosch 92-83 en huitième. Et après, ils ont créé la surprise en battant Montseno, qui était favori de leur partie de tableau, presque chez eux, puisque c'était à 's-Hertogenbosch aux Pays-Bas. Donc ça sera un Final Four pour leur deuxième apparition européenne, ce qui est pas mal. Ils ont fait troisième de la saison régulière de l'Enarga Basket Liga avec 20 victoires et 10 défaites. Et ils sont en train de jouer les playoffs en ce moment. Ils ont battu le Start Lublin qui a joué la BCL cette année en quart de finale. Et là, ils sont opposés au Legia Varsovie en ce moment. Donc, ils ont remporté la première manche. Et là, au moment où on enregistre, ils sont en train de jouer la deuxième. Ils- Donc, au niveau de l'effectif du club, déjà, c'est coaché par le Croate Igor Milicic. Ouais, super coach. Voilà. Et ensuite, on a le meneur américain Trey Kell, qui a été le meilleur joueur jusqu'à présent de l'équipe, qui est international syrien, ce qui n'est pas courant. Il a fait une partie de sa carrière en Asie du Sud-Est. Il y a aussi Chris Smith, l'américain, Ligue américain, qui a joué à Vichy. Le suédois Denzel Anderson, qui est international et qui vient de Varese. Et le croate Josip Sobin, qui a joué à Fuenlabrada, qui vient de Cremona. Et sur le banc, on a James Florence et Torin Green. Bon, Torin Green est blessé en ce moment, alors je ne sais pas s'il sera là pour le Final Four. Ah ben, James Florence, j'adore. C'est pas lui qui était passé par le Cibona? Exactement, c'est ça, Ah ouais. ouais. Ah, j'adore. Super joueur. Super joueur. Moi, j'ai noté même Jakub Garbac. Ouais, tout à fait. Et le Donc, polonais international polonais, ouais. ils ont vraiment un super roster. Et même eux, je parlais de l'Ironie Nesiona tout à l'heure, je les verrai aller en finale également. Même si Oradea est un bon club, mais je verrais bien ce club aller loin. En plus, tu vois, pour la petite anecdote, en ce moment, il me follow sur Twitter, donc Mais ça oui, fait j'ai vu plaisir. ça. Et
c'est vrai que la Pologne, c'est un championnat vraiment, vraiment pas mal parce que je dirais que c'est un championnat qui est structuré beaucoup plus qu'à une certaine époque. Il y avait une époque où ils avaient très peu de clubs, je crois, hein. C'est-à-dire qu'au début des années 90, je crois qu'ils avaient une dizaine, une douzaine de clubs. Maintenant, c'est un championnat vraiment structuré avec au moins 16 clubs, il me semble. Et puis, il y a un niveau vraiment intéressant, je dirais. Et puis, quand tu regardes, l'histoire du basket polonais, ils ont quand même eu des clubs à un moment dans des compétitions comme l'Euroleague avec Sopot. Ouais. Ils avaient eu Zgorzelec, qui malheureusement est un club qui a connu la faillite, voilà, mais qui était une équipe qui a révélé David Logan, Thomas Kelati, moi je me souviens, et ils avaient été loin dans les compétitions comme l'Eurocup. Ils ont Zielona Góra encore, qui est pas mal, donc lui j'attends vraiment qu'il dispute de nouveau une compétition européenne. Mais je les avais dans mes coups de cœur également, donc j'approuve tout ce que tu as dit. Bah, Zielona Góra, je ne suis pas sûr qu'il refasse une Coupe d'Europe parce que je pense qu'il priorise le fait de jouer la VTB League. Il joue et le championnat polonais et la VTB League, ça fait déjà 2 compétitions, donc je pense que c'est pour ça qu'ils ne font pas de Coupe d'Europe. Et ça Ouais, m'étonnerait que ça change du coup. ouais, Et ça complique un peu les choses, effectivement, ouais. voilà. Et c'est vraiment, enfin, moi je pense que Zielona Góra, c'est vraiment l'équipe qui permet de hausser le niveau du championnat aussi, puisque bah, ils font des très bonnes saisons et de mieux en mieux en VTB League. Et derrière, du coup, les clubs, enfin là, il y avait un trio avec le Legia Varsovie, le Śląsk Wrocław et Stal Ostro qui était pas mal. Et c'est vrai qu'il y a des bonnes équipes, il y a pas mal de joueurs qui viennent et des bons joueurs. Après, tu vois, je trouve que dans les compètes comme la BCL, il y a des résultats qui m'ont déçu. Autant Vloklavek était pas mal, parce que ils s'étaient pas qualifiés, certes, en phase finale, il me semble, l'année précédente, mais ils avaient un bilan tout juste équilibré, donc ils avaient fait des bons matchs. Mais autant Lublin cette année a été très décevant. Mais ils n'ont pas fait une bonne saison au sens large, hein, même en championnat, c'était pas Ouais, terrible. Ils ont fini sixième, c'est pas une très bonne saison. clairement. Toruń avait fait mieux l'année dernière en BCL. Toruń, faudrait que je vérifie, mais ils n'avaient pas été extraordinaires non plus, je crois, hein. Mais ils avaient peut-être fait un peu mieux, ouais. Ouais. T'avais un autre coup de cœur? Non, pour les coups de cœur, c'est bon. Eh ben écoute, on va passer à nos coups de gueule. Est-ce que t'as eu des trucs qui t'ont déçu, quoi? Bah, alors là, c'est assez facile, hein. Il y a bah, Reggio Emilia en premier. Ah ouais, ah bah je l'ai noté aussi, hein. Bah voilà, on a battu par Oradea en quart, alors que c'était un des favoris et en tout cas la meilleure équipe, enfin censé être la meilleure équipe de leur partie de tableau. Battu 71-64, même si c'était à Oradea, pardon, mais c'est pas une excuse. En huitième, ils avaient seulement battu Sibiu, une autre équipe roumaine de 4 points. Et malgré des joueurs dans l'effectif comme Petteri Koponen, Brandon Taylor, Thomas Kiesling, Frank Elegar, franchement, c'est pas terrible. Même s'ils sont en difficulté en championnat aussi, avec 9 victoires, 16 défaites, c'est pas une bonne saison pour eux. Alors, moi j'ai surtout vu le match des huitièmes contre Sibiu. Déjà là, j'étais pas convaincu. Et en plus de ça, je dirais que est-ce qu'ils se sont pas un peu sabordés eux-mêmes, hein. C'est-à-dire que juste avant les phases finales de la compétition, ils se sont séparés de Josh Bostic, l'Américain, qui joue désormais à Brindisi. Dominic Sutton n'est pas resté. Et en plus de ça, Antimo Martino qui venait juste d'être promu coach au début de cette saison, je pense qu'il a été viré, hein. Donc tu vois, ils sont dans une situation compliquée. Certes, ils ont signé Koponen, ils ont signé des super joueurs, mais je pense qu'avant de disputer des phases finales d'une compète, même si c'est pas la coupe européenne la plus relevée, ben ça joue et malheureusement, ben ils ont trébuché en quart face à Oradea. C'est clair que de toute façon, on ne gagne pas un match avec le statut, hein. Ouais, et puis tu vois, je pense aussi à l'Héraklis Thessalonique. Eux, je dirais, c'est un peu différent parce qu'ils sont tombés quand même sur une équipe de l'Ironie Nesviona qui, pour moi, comme je disais, est,
et un faux outsider, voilà, moi je les verrais clairement aller jusqu'en finale et gagner. Même si en demi ils sont contre le club russe de Parma. En tout cas, moi, c'est mon opinion. Je les verrais bien aller jusqu'en finale. Et l'Iraklis Thessalonique, là où c'est un peu pareil, c'est que parce qu'ils ont perdu en Coupe de Grèce contre le PAOK, ils ont décidé comme ça sur un coup de tête de virer l'entraîneur. Ok, tu perds en Coupe de Grèce contre ton rival, mais tu vires pas ton entraîneur comme ça sur un coup de tête avant de disputer les phases finales d'une compète. En tout cas, moi je pense ça. Bah, le problème, c'est qu'ils sont en difficulté en championnat aussi. Il n'y a pas que la Coupe de Grèce. Donc, si je pense que si Ouais, l'entraîneur a été viré, c'est pas que pour la Coupe de Grèce. mais je comprends, mais j'ai l'impression qu'aujourd'hui, vraiment, je sais pas si c'est plus qu'avant. Peut-être c'était déjà le cas à une certaine époque. Mais on est vraiment dans l'instant, tu vois. Ça me fait un peu penser à ce que je vois en Euroleague ou en NBA, tu vois, qui sont des niveaux déjà beaucoup plus relevés, où tu as l'impression qu'au bout de tant de matchs, même si tu n'as pas vraiment des bons résultats, bah, tu laisses pas aux gars le temps de s'adapter et puis tu le vires direct, quoi. Bah, en Grèce, le Pana a changé d'entraîneur. L'AEK Athènes a changé d'entraîneur. C'est vrai que, bon, il lésine pas. Exact, ouais. Après, c'est vrai que c'est un pays où le basket est le sport numéro un, ou pas loin, et en plus de ça, il y a des gros groupes de supporters, tu vois. Donc, il y a peut-être ça aussi qui joue. Même si les fans ne sont pas présents dans les salles, ils pèsent aussi sur, je pense, comment. C'est pas eux qui prennent les décisions, mais je pense qu'ils ont une part importante dans ces clubs-là. Les propriétaires sont un peu sanguins aussi en Grèce, je pense, non? Ouais. Enfin, Ah oui, oui, ah bah ça, tu vois, c'est ça aussi qui m'énerve. Mais je pense qu'il y a une vraie culture de basket qui fait aussi que quand tu vas jouer là-bas, tu as peut-être une pression un peu plus importante que dans d'autres pays. Quand tu vois Ezonia en Euroleague, comment il a été accueilli par les fans et tout, c'est énorme. Tu vois, c'est vraiment des pays qui vivent pour le basket. ouais, tout à fait. Comme la Turquie, ouais. Ouais. Bah, Turquie plus deuxième sport national, mais c'est vrai que c'est aussi un pays de basket. Serbie, Lituanie, voilà, c'est des pays où c'est le sport numéro un. T'avais d'autres coups de gueule? Bah, l'Irak Salonique, mais on vient d'en parler. Et Ok. Monceno aussi. Ah, alors Pour moi, on n'avait pas tout à fait le même avis. Moi, j'aurais pensé justement qu'ils allaient se faire éliminer en huitième par le club ukrainien de Prometei. Et au final, ils ont été sortis en quart par le club polonais d'Ostro. Et toi, c'est une déception alors? ouais, mais ils font une super saison. Au championnat, ils sont deuxième, mais tout juste derrière Ostend. Ils ont réussi à passer devant Antwerp dans la hiérarchie. Ils font vraiment une bonne saison. Je pensais qu'ils battraient Stalostro. Et en tout cas, je ne les voyais vraiment pas en difficulté face à Prometei, hein. Et pourtant, c'est vrai qu'ils n'ont pas gagné non plus le match. Ils ont gagné que de 7 points. C'était pas une super victoire. Mais moi, je les voyais mieux que ça, ouais, Néanmoins, en effet. néanmoins, je te donne quand même plutôt raison sur le fait que c'était pas n'importe quelle équipe. Ils ont Djabril Duram, qui est un super joueur. Moi, j'aime beaucoup. Et puis, ils sont dans le haut de tableau du championnat de Belgique, comme tu disais. Donc, ils faisaient un peu figure entre guillemets, de favoris. Mais voilà, ils sont tombés face au club polonais en quart. Et j'ai envie de dire que c'est ce qui fait un peu la beauté de cette FIBA Europe Cup, c'est que on a eu pas mal d'upsets à partir de ces quarts. Et moi, tu vois, c'est ce que je retiens, c'est que malgré le format minimaliste, ce format-là fait que bah, tu as pu avoir des matchs incroyables dès même la saison régulière, où comme les clubs de ces pays-là savent qu'ils jouent des matchs comment dire, savent qu'ils jouent peu de matchs, donc ils se disent on peut faire un coup, on peut aller jusqu'au bout et on peut taper même un favori de la compétition. Bah, Oradea au Final Four, c'est quand même énorme, hein. Clairement, clairement. Bah écoute, Juste pour revenir à Monceno, il y a Yajin Penava aussi qui a été formé à Baskonia. Et en Belgique, en fait, ils ont pas mal de joueurs qui viennent des équipes de jeunes, des grosses écuries espagnoles. Et j'avoue que je ne comprends pas pourquoi ces joueurs-là n'arrivent pas en France et pourquoi plus la Belgique. Est-ce que tu as une idée sur la question? alors effectivement, ça peut paraître bizarre, j'ai pas vraiment une idée sur la question, mais je suis pas étonné parce que le Croate Mario Nakic, Ouais, tout qui à était au fait. Real, a été joué à Ostende.
Et je sais que c'est aussi un championnat qui peut révéler certains joueurs qui ensuite ont fait des grosses carrières. Par exemple, tu vois, Mike Baptiste du Panathinaikos, donc une légende de l'Euroleague, était passé par la Belgique au début. Ouais. Donc ça révèle pas mal de talents. À un moment donné, il y avait même certains joueurs français qui allaient jouer là-bas. Bah, il y a eu Donc, Malcolm Casalo, mais ça n'a pas fonctionné. ouais, donc je sais pas. Pourquoi la Belgique? Il y a peut-être une raison, mais je sais pas exactement pourquoi. Alors après, je sais que la légende Radivoje Korac est passé là-bas aussi. Il a joué à Liège à l'époque, je crois. Donc, Ouais. je pense que tu le savais, hein, là, que Radivoje Korac, il était Oui, oui, passé oui, tout à fait. par la Belgique. Donc, ouais, c'est étonnant, mais bon, pourquoi pas. Alors moi, dans mes coups de gueule, je sais pas si toi, t'en avais d'autres. Non. Moi, dans mes coups de gueule, ben, c'était un de mes coups de cœur lors du précédent podcast. Là, c'est un coup de gueule. C'est les clubs ukrainiens. Alors, certes, le Kiev Basket, je suis pas vraiment étonné de les voir se faire éliminer parce que je trouvais qu'ils n'avaient pas une profondeur de roster incroyable. Mais Prometei, comme j'ai dit, face à Montseno, je suis quand même un peu déçu. Je pensais qu'ils pouvaient aller battre cette équipe belge. Et sinon, en ce qui concerne Dnipro, c'est compliqué à prononcer, mais j'arrive un petit peu. C'est vrai que je ne m'attendais pas à ce qu'ils se fassent sortir dès les huitièmes, un peu comme toi. Hein. Ouais, j'ai été Dnipro, surpris, hein. J'ai été surpris. ben voilà, Après, ben, si tu veux prononcer la ville en entier, c'était encore mieux, non? Dnipropetrovsk, ah ouais, ouais, ah ouais, à l'époque c'était encore plus compliqué, ouais. c'est ça. Mais ouais, Oradea qui est un peu la surprise de cette FIBA Europe Cup. Énorme surprise, ouais. D'ailleurs, il y aura un nouveau pays au palmarès, puisque pour l'instant, il y a deux titres pour les Italiens, un pour les Allemands, un pour les Français. Et là, du coup, ça sera un nouveau pays, un nouveau club. Et oui, effectivement. Comme quoi, c'est une compétition qui arrive un petit peu à se renouveler malgré le fait que elle fasse pas tellement parler, quoi. On C'est vrai. va, euh, ben, faire nos pronos en ce qui concerne le Final Four. Est-ce que toi, il y a des équipes que tu verrais aller en finale et il y a une équipe que tu verrais remporter cette compétition? Bon, alors en finale, le club polonais de Stalostro face à Oradea, je pense qu'il y a de bonnes chances qu'ils aillent en finale. Ou en tout cas, si ce n'était pas le cas, ça serait une grosse déception pour eux. Et de l'autre côté, alors toi, tu vois Naziona. Moi, je parie plutôt sur le Parma Perm, qui pour moi est le grand favori des quatre clubs qui restent en compétition. Et pareil, ce serait une grosse déception pour eux s'ils ne la gagnaient pas. C'est quand même une super occasion de gagner une Coupe d'Europe. Même si, effectivement, Ironie Naziona quasiment à domicile, s'il y a du monde dans les gradins, ça peut être très compliqué, hein. On a vu les championnats d'Europe de jeunes avec Israël dernièrement, ça pousse, hein, quand il y a du monde, hein. Donc en finale, moi je vois Ironie, Parma Perm contre Stalostro et une victoire pour Perm. Avec comme MVP, je vois Adas Juskevicius. Ok, intéressant. Bah, c'est vrai que cette équipe de Parma, ce club russe fait figure de favori. En tout cas, c'est une des grosses équipes qui n'a pas été sortie soit dès la saison régulière, soit dès les phases finales. Quand je dis dès la saison régulière, je pense à Beşiktaş, même si on sait que Oui. c'est compliqué financièrement ces dernières années pour pas mal de clubs turcs. Mais malgré le fait qu'ils soient encore en lice, je verrai effectivement l'Ironie nationale en finale, surtout qu'il va être à domicile. Il y aura fort probablement du public dans les tribunes. Donc je pense que ça peut jouer, pourquoi pas. Et je verrai bien le club polonais d'Ostro aller loin aussi parce qu'ils ont une belle équipe. Donc je vais dire finale Ironie Nesiona contre Ostro et victoire du club israélien. Voilà. MVP? MVP, bonne question. C'est vrai qu'ils ont pas mal de super joueurs. Ils ont Brian Angola, ils ont Wayne ben, je vais dire Jérôme Meyinse. Voilà. Oh, d'accord. Voilà. Je pense que ce joueur-là, c'est un joueur que je kiffe, donc je vais en faire mon MVP. En plus, Si, le poste de pivot à Perm, c'est pas le point fort.
Ah, donc tu vois, déjà, ça peut être un atout pour le club israélien. Ouais, c'est possible. C'est possible. En effet. Après, ils Ok, ont du monde sur les postes extérieurs quand même, hein. Dajus Kevicius, Marcel Ponitka. c'est vrai. Mais bon, pourquoi pas? Pourquoi pas? En plus, le club israélien joue à domicile, donc. Ouais, ça va être ça risque d'être un gros avantage, effectivement. Et bah écoute, on va arriver au débat. Voilà, le débat, c'est une question toute simple. La FIBA Europe Cup permet-elle à des clubs de progresser, et notamment aux clubs de pays comme la Pologne, l'Ukraine, la Roumanie? Est-ce que toi, tu penses que cette compète permet vraiment à des clubs de pouvoir progresser? Alors oui, moi forcément, je pense que le fait de se frotter à des équipes d'un niveau supérieur fait forcément progresser, tout comme le fait de se confronter à des baskets différents, ça permet aussi de progresser. On le voit avec le club tchèque de Nymburk en BCL, hein, qui fait partie d'un pays moyen de basket, mais qui réalise de très bonnes performances en BCL et qui monte clairement de niveau d'année en année. On le voit aussi avec le VF Riga, qui a fait le club letton, qui a fait une belle campagne de BCL cette année. Et pourtant, ils ont été battus en finale de leur ligue, la PAF League, la ligue qui regroupe les clubs estoniens et lettons, par une équipe estonienne, hein, l'équipe du Kalev Cramo, malgré le niveau du VF Riga et le niveau supérieur du basket letton sur le basket estonien. Mais le BC Kalev Cramo qui dispute la VTB League, ce qui lui permet aussi de progresser. Donc, tout ça pour Par montrer contre, que de se juste, confronter au haut niveau fait progresser. juste petite rectif, je crois qu'ils ont plus le sponsor Cramo. Si, toujours. Ah, toujours? Ah, ok. Ouais. Autant pour moi. Ok. Alors, ah, Je ne sais pas si tu avais taux d'arguments à ouais, exposer. oui, oui, j'en avais encore un ou deux. Juste après, je voulais utiliser une théorie qu'on utilise en économie, qui est la théorie du ruissellement, qui est si chère aux libéraux et qui ne fonctionne pas très bien en économie, mais en basket, ça peut s'appliquer. C'est-à-dire que ce qui fait progresser les meilleurs clubs des pays moyens fera forcément progresser les autres clubs du pays. Et ensuite, au niveau des joueurs que tu peux attirer par le fait de jouer une Coupe d'Europe, par des joueurs qui veulent se montrer. Je pense notamment aux exemples de Darius Thompson, qui est maintenant à Brindisi et qui était au club hollandais de Leiden en 2018-2019, ou Brandon Brown, le meneur de Boulogne-le-Valois, qui était au Balkan Motevgrad cette même année. Ok. Bah écoute, j'ai pas mal d'arguments à exposer moi aussi. Je dirais que pour des pays, des clubs issus de pays comme l'Italie, Reggio Emilia, l'Iraklis Thessalonique en Grèce, ou alors pour des clubs comme par exemple Nanterre qui avait participé à la compétition il y a quelques années, des clubs même allemands, il y avait Francfort aussi, je crois, à un moment donné. Je Ouais. pense que pour des clubs de ces pays-là, de ces nations-là, il y a pas vraiment un intérêt à progresser en soi-même. C'est-à-dire que les clubs de nations importantes qu'on connaît dans le basket, eux, ils voient plus l'intérêt d'aller chercher un trophée, mais c'est plus une compétition comme la Basketball Champions League qui va vraiment lancer des clubs de pays comme ceux que je viens de citer. C'est-à-dire que la Virtus Bologne, c'est la Basketball Champions League qui les a relancés. À l'époque, ils jouaient l'Euro Challenge, qui était une compétition à peu près de la même veine que la FIBA Europe Cup. Moi, je me souviens, ils pensaient se relancer. À l'époque, il y avait Earl Boykins, notamment. Donc, ils avaient gagné l'Euro Challenge, c'était face à Cholet. Donc, c'était une compétition, c'était le même genre, hein, c'est la même coupe. Et derrière, il n'y a pas vraiment eu de résultats, quoi. Ce qui a vraiment relancé les clubs comme la Virtus Bologne, c'est la Basketball Champions League. Ce qui a vraiment lancé un club comme Burgos, c'est aussi la BCL. Donc je pense que pour les clubs des nations importantes du basket, ça change rien, à part le fait de gagner un trophée et d'étoffer un peu son palmarès. Par contre, je vais juste souligner un autre point avant de te laisser parler. Euh, je dirais qu'effectivement, par rapport au pays que tu viens de citer,
pour des clubs polonais, pour des clubs ukrainiens, pour des clubs roumains, qui sont soit des pays qui avaient des équipes compétitives avant dans des compétitions comme la C2, l'Eurocup. Donc j'ai parlé des clubs polonais à l'époque, c'était Zgorzelec, il y avait Sopot en Euroleague aussi, ils étaient vraiment à un niveau très haut avec ce club-là. L'Ukraine, il y avait le Budivelnyk Kiev, je me souviens. Pour ces pays-là qui maintenant sont revenus à un niveau un peu moins balèze, et qui ont connu aussi pas mal de soucis financiers, je pense qu'effectivement, cette compète peut, pourquoi pas, les aider à progresser. Et c'est vrai qu'il y a eu des exemples de réussite. Ben, j'ai noté quelques clubs, voilà, les Bears qui ont eu un certain succès en Basketball Champions League. Et puis aussi, il y a eu aussi le Falco Zambatelli, qui à l'époque où il jouait cette compète, certes, ne se qualifiait pas en phase finale, tu vois, c'est ça qui paraît assez dingue. Mais une fois qu'ils étaient en Basketball Champions League, là, ils surprenaient et ils étaient pas loin de se qualifier. Donc, je pense qu'effectivement, par rapport à ces pays-là, c'est intéressant. Et il y a aussi Apoel Holon, j'ai noté, le club israélien, qui dispute en ce moment qui va disputer bientôt le Final 8 de la Basketball Champions League. Je te laisse répondre à mon argumentaire. Alors, ce que tu viens de dire sur les différents clubs que tu as énumérés, ouais, ce sont des bons exemples de clubs qui réussissent des bonnes saisons et qui progressent. Je voulais juste revenir sur les gros clubs, enfin les gros clubs, les clubs des gros pays, pardon, et revenir sur Sassari. Moi, j'ai eu l'impression que quand ils ont gagné la FIBA Europe Cup, ça leur a permis de franchir un palier. T'as pas eu cette impression? Pas vraiment, non. Pas Non? vraiment. Je pense qu'ils avaient déjà un certain statut, ne serait-ce que dans le championnat italien. C'est un peu la même chose pour Nanterre quand ils avaient gagné l'Euro Challenge et des compétitions comme la FIBA Europe Cup, ils avaient quand même un certain statut, tu vois. Donc je pense que c'est pas une compète qui fait progresser les clubs vraiment des pays comme la France, l'Allemagne, l'Italie. Par exemple, Francfort, ils ont souvent remporté ce genre de compète. Même l'Euro Challenge, je crois, faudrait que je vérifie. Ils ont souvent stagné. Ils n'ont jamais été un club vraiment important dans les compètes européennes. Donc tu vois, par rapport à ça, je dirais que non, ça ne fait pas progresser de clubs venus de pays importants, avec un niveau basket important également en sélection. Mais il peut y avoir des clubs issus de pays comme le Danemark, j'ai cité les Bears, la Hongrie, la Roumanie. Voilà, cette année au Radea, ils font un beau parcours. Je pense que ces clubs-là peuvent y trouver de l'intérêt, vu qu'ils se disent, bon ben voilà, on nous donne pas trop notre place dans d'autres compétitions, pourquoi pas essayer de progresser dans cette FIBA Europe Cup et après obtenir une place dans la BCL, même si je sais aussi, et j'aurais tendance à plutôt être d'accord, certains, voyant que cette FIBA Europe Cup n'a pas tellement de portée médiatique, en tout cas dans, par rapport à l'Eurocup, la BCL, clairement ça fait moins parler. Certains voudraient que ces clubs-là grossissent la BCL. Moi, je suis pas forcément contre. Après, si cette FIBA Europe Cup, elle peut servir un peu en soi-même d'antichambre du basket, donc c'est-à-dire que, pour exposer un peu mon opinion, à NBA, t'as la G-League qui permet à certains joueurs d'être gardés un peu en couveuse le temps d'avoir une place au sein des rosters. Là, ça serait la même chose, mais avec des équipes. Donc, c'est-à-dire qu'elles joueraient contre des clubs qui ont soit à peu près le même niveau, voire deux, trois grosses équipes. Et ensuite, une fois qu'elles montent au niveau supérieur, peut-être qu'elles arriveraient à être à un peu plus progresser, quoi. Est-ce que tu es de mon opinion? Bon, tout à fait, je suis ton opinion. Mais je pense même qu'il faudrait que la FIBA prévoie une passerelle FIBA Europe Cup BCL, c'est-à-dire envoyer le vainqueur ou les finalistes de la FIBA Europe Cup directement en BCL l'année suivante. Ça pourrait être une carotte supplémentaire et leur montrer que ça peut les amener à autre chose. Et évidemment, il faudrait que la FIBA augmente la couverture médiatique et la communication autour de la FIBA Europe Cup. Là-dessus, on est Ah d'accord, bah, on en a déjà parlé. ah bah ça c'est le gros problème, hein. On va se le dire franchement.
la FIBA Europe Cup, on dit ouais, c'est une compétition naze parce qu'il y a des pays qui n'ont pas un niveau incroyable. Il y aurait des vrais teasers, des vrais clips vidéo qui donnent envie de mater la compète. Il y aurait une vraie com autour. Tu peux être sûr que c'est une compète qui ferait déjà plus parler. D'ailleurs, à titre d'exemple, la BCL au début, moi je me souviens, c'était peut-être pas forcément ça au niveau de la com sur les réseaux sociaux. Je me souviens même qu'il y en a certains qui se marraient parce qu'ils disaient, regardez, ils montrent les vidéos à l'envers quand ils font les highlights des matchs et tout. Ils ont rectifié le tir et maintenant, ils arrivent à faire beaucoup plus parler de cette compétition, même avec un côté un peu décalé sur les réseaux sociaux. Et moi, j'adore ça, tu vois. Et ils devraient faire pareil avec la FIBA Europe Cup. Je suis d'accord. Alors après, là où je suis un petit peu plus, même par rapport au club des, entre guillemets, petites nations, là où je suis un petit peu plus partagé, c'est qu'il y a quand même des clubs que tu vois plus dans ce genre de compète. Bah, j'ai noté Benfica, le club portugais qui avait joué les qualifs de la BCL il y a quelques années. L'Inter Bratislava, la Slovaquie. Cette année, ils n'ont plus d'équipe dans ce genre de compétition. Pardubice, le club tchèque. J'ai trouvé que là, il y a moins de clubs. Peut-être aussi que le contexte sanitaire n'a pas favorisé la situation financière de certaines équipes de pays justement où le basket essaye de se développer. Et moi, ça me manquait un peu, tu vois, de plus voir ce genre d'équipe dans ces compétitions-là. Je sais que tu partages plutôt mon avis parce qu'on avait eu l'occasion d'en parler. Oui, bien sûr. Après, juste pour en revenir à ce que tu disais, cette année, c'est particulier hein, avec la crise sanitaire parce que l'année dernière, il y avait des clubs, enfin des clubs, ou un club au moins portugais. Euh, mais c'est vrai que, alors slovaque, je sais plus. Après, ce qui est étonnant, c'est que par exemple, il n'y a aucun club croate, mais dans aucune compétition européenne. Alors, ça, c'est quand même, parce que la Croatie, c'est quand même un gros pays de basket, hein. Il n'y a J'y ai pensé, pas un j'y seul club. j'y ai pensé, figure-toi, et je me dis que c'est dingue quand même que même ils ne placent pas une équipe dans ce genre de compète. Alors après, je ne sais pas si les frais d'inscription coûtent cher, mais je me dis qu'ils n'auraient pas à y perdre. Enfin, et encore, je dis ça, mais le Cibona, je pense que même dans ce genre de compète, ils galéreraient parce ils sont en situation financière terrible. Et c'est vrai qu'on va pas se le cacher. C'est vrai que le fait d'avoir fusionné le CD Vita Zagreb, même si c'est pas tout à fait une fusion, mais on aura l'occasion d'en reparler, mais d'avoir lié le destin du CD Vita avec celui de l'équipe de Ljubljana, qui est en Slovénie, on peut trouver ça super, hein, je dis pas le contraire. Hein, s'il y a trop de soucis financiers, peut-être que ça peut permettre à des clubs d'émerger. En fait, c'était surtout le cas de Ljubljana. Ljubljana, ils étaient pas au mieux financièrement. Mais je veux dire, le CD Vita, ok, ils n'avaient pas une grosse base de fans, mais ils avaient les finances. Donc tu vois, le basket croate, c'est vrai que c'est devenu un peu craignos, hein. En plus, le basket est plus forcément le sport qui fait le plus parler là-bas. Hein. T'as le foot et puis t'as le handball aussi. C'est faible, hein, le niveau. Enfin, moi, je suis fan du basket croate, j'adore le Cibona. Enfin, Split, ça représente quelque chose. Zadar. Ils ont trois équipes en Ligue Adriatique, mais les trois équipes galèrent clairement. En deuxième division de la Ligue Adriatique, ils ont une seule équipe, alors que la plupart des pays ont plusieurs équipes. Ils ont du mal, vraiment, ils n'ont pas de représentants en Coupe d'Europe. La situation du basket croate est catastrophique. Ils n'ont pas d'argent, et pourtant il y a des bons jeunes. Il y a Rocco Percassine aussi, Bona. Enfin, mais Ben, c'est malheureux, hein. C'est malheureux, mais je me demande s'il ne devrait pas un peu demander. Je me demande s'il ne devrait pas un peu demander de l'aide à la FIBA, parce que là, c'est dramatique. Hein. c'est le pays dans l'ex-Yougoslavie qui est le plus en difficulté, hein. Ils ont été dépassés par le Monténégro, par la Bosnie. Ouais, Alors, la Bosnie reviennent un peu, ouais. Alors après, il y a des pays où ça a toujours été un peu moins balèze. Hein. La Macédoine du Nord, c'est pas costaud non plus. Hein. oui, il n'y a que eux qui sont en dessous. Mais sinon, enfin, la Slovénie, c'est au-dessus. Serbie, Monténégro, Kosovo. Ah, en Kosovo, c'est autre chose. Mais Ouais, Kosovo, ouais, là, c'est moins balèze aussi. Mais oui, oui. après, on verra dans les années à venir s'ils arrivent à réémerger. Et, et tu vois, c'est intéressant qu'on parle de ça, parce que je sais pas si tu avais d'autres arguments à exposer. Non. Ben écoute, moi j'ai noté un autre.
un autre de mes arguments, c'est aussi, sans vouloir trop m'éloigner du sujet, mais c'est aussi les résultats en sélection nationale. Parce que je pense que les Coupes d'Europe, c'est un fait en soi pour pouvoir essayer justement de placer des clubs dans ces compètes, de progresser. Mais j'ai noté quand même quelques nations qui jouent les compètes comme l'Eurobasket notamment. Alors c'est vrai qu'il y a il y a des pays qui stagnent un peu, la Bosnie, la Bulgarie, qui soit se qualifient à certaines années, soit ne parviennent pas à se qualifier à l'Eurobasket. Mais il y a un truc intéressant, c'est que la Hongrie est de retour à l'Eurobasket depuis 2017. Ils avaient déjà été présents en 99, mais entre-temps, de 71 à 98 et de 2001 à 2015, ils n'étaient pas présents dans des compètes comme ça. Il y a également la Pologne. Voilà, la Pologne, ça fait depuis pas mal d'années qu'ils jouent l'Eurobasket, mais ils sont de retour depuis 2007 et en plus, en la Coupe du Monde FIBA, ils ont fini huitième. La République tchèque, eux, pareil, un peu sur le même exemple, ils étaient déjà là en 99 aussi, comme la Hongrie. Ils sont de retour à l'Eurobasket depuis 2013. Ils avaient aussi fait l'Eurobasket 2007. Sixième à la Coupe du Monde FIBA en 2019. Donc je parlais de la Pologne. Tu vois, Pologne, République tchèque, ça a pas mal progressé. Et puis ensuite, tu as tous des pays comme les Pays-Bas, la Finlande, la Grande-Bretagne. Ça aussi, c'était des pays qui pendant longtemps n'étaient pas présents dans des compétitions comme l'Eurobasket et qui petit à petit parviennent à progresser, parviennent parfois à jouer des compétitions comme la Coupe du Monde. Alors ok, c'est des compétitions qui se sont élargies parce qu'avant l'Eurobasket, il n'y avait que 16 clubs, il y en a 24. Même chose pour la Coupe du Monde où il y avait 24 équipes, il y en a 32. Mais pour moi, ils ont obtenu leur qualification vraiment aussi parce que selon moi, il y a une progression. Je pense que tu partages cet avis-là. Ouais, je suis d'accord avec toi. Alors, la Pologne, ils ont toujours été présents. Enfin, de ce que je me souviens, moi, je les ai toujours connus à un assez bon niveau. La Hongrie et la République tchèque, effectivement, ça progresse. Et je pense que notamment, c'est dû au club de Nîmes qui est un Falco Zombatelli, qui leur permet aussi aux joueurs locaux de se confronter et de monter leur niveau. En Hongrie, ils ont Adam Anga. Sinon, je ne vois pas d'autres grands joueurs hongrois connus. Et en Euh, République. En Hongrie, après, c'est beaucoup des joueurs qui jouent dans le championnat national, quoi. Ouais, voilà. En dehors d'Adamanga, pardon, je vois pas. Et la Bulgarie, alors pour moi, la Bulgarie, c'est assez faible quand même. Je vois pas. Ben, Ils ont pas de bons joueurs. là, cette année, ils se sont qualifiés au détriment de la Lettonie. Mais je veux dire, tu vois, t'as des nations, bon, c'est un peu irrégulier, mais t'en as, ça commence à être un peu plus intéressant. Le Danemark. Le Danemark, ils étaient pas loin de se qualifier. C'est vrai que la Lituanie n'est pas passée loin de se faire éliminer. Alors après, on va pas revenir dans un débat, il n'y avait pas les stars. Moi j'ai tendance à dire qu'effectivement, il y aurait les joueurs stars, les joueurs NBA, les joueurs d'Euroleague. Ça ne serait pas passé comme ça parce que le fait qu'il n'y ait pas les joueurs vraiment majeurs, ça fausse les résultats. Et même si on peut penser que la Lituanie avait pas n'importe quelle équipe, ils avaient un roster énorme, hein. Même On est d'accord. pour une équipe D. Mais c'est vrai que le Danemark, ça a pas mal progressé. Et par contre, à l'inverse, la Suède, j'ai regardé, la Suède, ils ne sont plus qualifiés à l'Eurobasket depuis 2015, hein. Donc attention, il y a des pays où ça devient compliqué. Mais là, je suis en train de regarder la Pologne, entre 99 et 2005, ils se qualifiaient plus, tu vois. Et Ouais. ensuite, quand on regarde les autres compètes, des fois ils se qualifiaient, des fois ils se qualifiaient pas, une fois sur deux, quoi. Mais tu vois que s'ils arrivent à s'inscrire dans le temps, s'ils arrivent à se qualifier le plus souvent en compétition, peut-être que là, ils vont progresser. En plus, c'est des championnats qui sont mieux structurés qu'avant. Ils ont des gros sponsors. Ben voilà, Energa, tu as cité tout à l'heure le championnat polonais, qui est une Hmm. compagnie d'électricité. Tu as le championnat tchèque qui est sponsorisé par une compagnie d'assurance, il me semble, Cooperativa.
Tu as le championnat ukrainien qui est sponsorisé par des sites de paris en ligne. Pareil pour le championnat letton-estonien. Donc tu vois, petit à petit, malgré le fait qu'ils ne jouent pas dans des grosses salles, et pourtant, ils pourraient peut-être aussi, parce qu'ils ils doivent les avoir, les infrastructures, mais après, faut réussir à attirer le public, faut s'organiser, tu vois. Je Ouais. pense qu'ils arrivent petit à petit quand même à être un peu plus structurés, ces championnats-là. Après, tu as la Finlande et l'Islande au niveau de l'équipe nationale qui montent aussi, qui sont limite des bonnes équipes. Alors là, l'Islande, exactement, ouais, l'Islande, c'est énorme parce ils sont très peu peuplés, hein. Je crois que c'est un pays à peine plus peuplé que le Luxembourg, si c'est pas moins. Et la Finlande, ouais, j'ai noté, en 2011, ils sont de retour à l'Eurobasket et ils finissent 9e en 2011 et en 2013, sachant qu'ils n'avaient pas joué l'Eurobasket depuis 95. Et même avant 95, entre 79 et 93, ils jouent pas de compète, hein. Donc tu vois, progression énorme les Finlandais. Ouais, c'est ça. Après, si tu veux qu'on parle du Luxembourg, j'ai été surpris par leur performance en pré-qualif de Coupe du Monde. Ils ont quand même gagné des matchs. Je pensais pas qu'ils étaient capables de gagner des matchs, les Luxembourgeois. Ouais, ouais, je pense que pour l'instant, c'est peut-être un peu trop tôt pour se qualifier à des grosses compètes, mais pourquoi pas? Pourquoi pas? Un Ils en jour sont, oui, peut-être. ils en sont pas là quand même, hein. Ouais, non, ils sont en plus niveau N1, N2. Mais bon, quand tu vois que Mark Ogden, qui joue justement à Ostro, a réussi à passer par la NBA en passant par, je crois que c'est la deuxième div luxembourgeoise, si je me crois pas, si je me trompe pas. Quand tu vois que Alfonso McKinney est passé aussi par des pays comme ça, tu te Exact. dis qu'il y a de l'espoir, hein. Ouais, le Luxembourg, je serais plus mesuré quand même. J'avoue que j'y crois pas trop. Non, non, mais je pense que c'est compliqué. Par contre, c'est intéressant que tu parles du Luxembourg. La Suisse, eux, dans certaines qualifs, ils étaient pas mal ces dernières années. Et je serais Ouais, pas étonné de exact. les voir émerger. Bah, Clint Capella, Ben voilà, en 2015, je crois, quand ils font les qualifs, ils sont pas loin enfin non, je crois qu'ils ont galéré un peu, mais ils ont gagné un match contre la Russie, si je me trompe pas. Et je crois que c'est en 2015. Et là, aux fenêtres, pendant les fenêtres de qualif, ils n'ont pas été ridicules, hein. Alors ok, il n'y avait pas les meilleurs joueurs dans l'équipe de Serbie, mais quand tu vois qu'ils arrivent à tenir face à une équipe quand même où attends, il y avait qui pour la Serbie? Il y avait Radulica, je crois. oui, oui. Il y avait, il y avait pas mal de super joueurs. Après, c'est sûr que c'est pas l'équipe de Serbie où il y a les stars. Et Ça, Petrusev, clairement, ça fausse les résultats, mais ils avaient quand même des équipes assez, assez fortes en face. Mais je dis, c'est vrai que c'est pas les équipes avec les stars, donc ça fausse les résultats. Mais ça prouve qu'ils peuvent quand même tenir face à des équipes comme ça. d'ailleurs, Fribourg n'a pas été ridicule en FIBA Europe Cup, hein. Ils arrivent en huitième. C'est pas mal Ouais, quand même. ouais, tu vois, donc lentement mais sûrement, tu as des pays comme ça qui progressent. Ah, sachant Après, que la Suisse bah, c'est là où il y a le siège de la FIBA. Il y a le siège de la FIBA et en plus, je ne sais pas si tu avais vu, je crois qu'ils se portent, euh, ils ont porté leur candidature pour accueillir les, le prochain Eurobasket, je crois. ah d'accord, non, j'ai pas vu. J'ai vu ça totalement par hasard, donc pourquoi pas la Suisse, ouais, il y a moyen. Mais il y a des pays, ça sera compliqué. Il y a des pays, le basket, c'est pas encore développé partout, tu vois. Tu me parlais du Luxembourg, la Norvège. La Norvège, ils avaient eu un club en FIBA Europe Cup il y a quelques années, mais pour l'instant, il n'y a pas assez de résultats en sélection. Ils se qualifient même pas aux compètes. Dans la Norvège, le niveau est catastrophique. Le championnat, c'est un des plus nuls d'Europe. La sélection, on ne les voit pas. Ouais, C'est vrai ouais, ouais, qu'à mais à comparer avec la Suède, la Finlande, j'avoue que je comprends pas trop pourquoi. C'est vraiment invisible le basket en Norvège. C'est incroyable. tu vois, regarde l'Islande. Tu me parlais de l'Islande, mais regarde la Biélorussie. La Biélorussie, moi j'ai regardé avant, ils avaient un championnat.
c'était vraiment nul, hein. Il y avait genre, je vais pas dire 6 clubs, j'exagère peut-être, mais c'était vraiment pas structuré. Aujourd'hui, le championnat biélorusse. Alors, ouais, le championnat, c'est un peu particulier parce que le Tsmoki Minsk, ils font jouer des. Je crois qu'ils font jouer leur équipe de jeunes. Mais ils ont quand même une équipe en VTB League. Après, on va pas se le cacher, c'est aussi parce que derrière, il y a un financement. Il y a peut-être des oligarques qui sont là pour mettre les thunes. Mais tu vois, tu m'aurais dit qu'ils auraient eu des clubs dans des compètes masculines. Un club ne serait-ce comme le Tsmoki Minsk, il y a 15-20 ans, je t'aurais pas cru, tu vois, parce que c'est plus des pays où c'est plus basket féminin, de ce que j'ai cru comprendre. Ouais, en Biélorussie, en fait, le Smoky Minsk, ils ont l'équipe 2 et 3 en première division. Et sachant qu'il y a des joueurs de l'équipe première qui viennent jouer en équipe 2 de temps en temps. Ouais, donc tu vois, ils ont quand même des bons joueurs. Maxime Salache, tu vois, que j'ai Non, découvert. il est parti, il est en Espagne maintenant, mais oui, Ouais, effectivement. ouais, mais je veux dire, ils produisent quand même des bons joueurs. Artyom Parakushki, ils ont quand même quelques bons joueurs. Bah, Et puis, Chris Clyburn, et puis, tu parles le du frère de Will Tsmoki Minsk, Clyburn. tu parles du Tsmoki Minsk, mais Boris Fen, alors cette année, ils n'ont pas participé à la FIBA Europe Cup à cause du contexte sanitaire. Ils voulaient peut-être pas prendre de risques. Mais tu vois, c'est déjà énorme pour eux. Ils ont un club comme le Tsmoki Minsk qui a joué la BCL et ils ont Boris Fen. Donc tu vois, tu as des pays comme ça où ça s'est un peu plus structuré. Ouais, tout à fait, ça monte aussi en niveau. Ouais. Ok, bah écoute, on a clos le débat. Je te remercie Ludo et puis on espère que tous ceux qui nous écoutent vont apprécier ce podcast sur la FIBA Europe Cup et on se Si tu me retrouve. permets, j'ai deux petites infos à Ouais, noter. je t'en prie. Alors, juste, donc la première, c'est la remontée plus exactement de Saint-Vallier en Pro B, 7 ans après leur descente en National 1. Pour une ville de 4000 habitants, c'est pas mal. On rejoint un peu le débat sur les petits pays, etc. Et la deuxième info, on parlait de l'Amérique du Sud tout à l'heure. Il y a eu le Final Four de la BCL America cette semaine. Ah, tu fais bien d'en parler. Voilà. Il y a, donc Flamengo a remporté la BCL America face au Real Esteli, qui est un club nicaraguayen. Je ne sais pas si on dit comme ça, du Nicaragua en tout cas. Mhm. 84-80. Il y avait trois clubs brésiliens dans le Final Four, donc jolie performance des clubs brésiliens. Le MVP de la finale, c'est le pivot brésilien Rafael Scheimer, qui a joué au Real Madrid, à Malaga et à Saragossa. Donc, c'est Flamengo qui jouera la coupe intercontinentale l'année prochaine. Et juste pour info, donc Kimsa, qui était le champion en titre, a été battu en quart de finale par le club brésilien de Minas. Ok, bah écoute, merci pour ces infos Ludo. Je t'en prie. C'est vrai que c'est intéressant de voir que la BCL s'est même développée ailleurs qu'en Europe. Et Donc, le Nicaragua, j'ai été surpris, le Nicaragua qui progresse aussi parce que il me semblait pas que le basket était très développé au Nicaragua, mais tu vois, il y avait quand même un club en finale. ouais, alors j'avais suivi il y a quelques années cette compète là. Là, je vais t'avouer que comme je suis d'autres compétitions en Europe, j'ai pas trop eu le moment de regarder, mais ouais, sûrement, sûrement. Bah, de toute façon, la FIBA a tout intérêt à faire en sorte que le basket se développe dans certains pays. Et puis je pense que malgré le fait que qu'il y ait la NBA, je pense que la FIBA peut elle-même essayer de faire en sorte d'apporter vraiment son savoir-faire pour apporter une meilleure organisation aux différentes ligues dans le monde. Après, en Amérique centrale, il y a des forts championnats, hein, le Mexique, Porto Rico. Ah oui, oui, ah bah, Puerto Rico, je crois même que le basket est pas loin d'être le sport. Enfin non, je crois que c'est le baseball. À moins que je Oui, confonde. c'est ça. Ouais, ouais, mais le basket est important et même République dominicaine, les pays comme ça. Exactement. Mais le championnat portoricain est très fort et au Mexique aussi. Toi, tu pensais aux Philippines peut-être pour le sport numéro un, non? Ouais, mais ça c'est plus en Asie, tu vois. Oui, c'est ça, ouais, exact. Ouais. Mais c'est sympa de voir que le basket est, de toute façon, le basket est pratiqué partout dans le monde et c'est le plus beau sport du monde même. Je pense qu'on peut le dire, hein.
Oui, on peut, en toute objectivité, on peut le dire. Exactement. Alors on espère que ceux qui nous écoutent apprécieront ce podcast et puis on se retrouve à très bientôt pour parler de la FIBA Europe Cup notamment. Allez, salut! Salut!